Salut tout le monde, Ben Baudouin, Yoann Lennes, après une semaine de congé, très heureux de vous retrouver au SOS Podcast. En forme? Ah, toujours en forme, yes. Grosse émission aujourd'hui pour vous, beaucoup de sujets à aborder, mais invité spécial en début d'émission. On retrouve le fameux Fred Duprat qui se battra à la PFL bientôt au mois de décembre. Fred, comment ça va mon ami? Ça va bien, vous autres, les gars? Très très bien, merci de prendre le temps. Question pour commencer. Tu te bats le 13 décembre en France. Exact. On s'entend que, en tant que combattant, puis Johan, je veux ton avis aussi là-dessus. C'est mieux se battre le 13 décembre que se battre le 13 janvier. Tu vas avoir un beau temps des fêtes quand même là, après Ouais. ton combat du 13 décembre. Là. Ben justement, je trouve que c'est parfait, puis c'est une des raisons pourquoi aussi j'ai pris le combat. C'est que, j'étais en forme, puis là, je m'étais dit, là, quand ils m'ont proposé l'offre, j'ai dit, ben, crime, honnêtement, j'ai pas de. Je veux dire, je suis en forme, j'ai pas de raison de rien dire, puis en plus, je m'en vais pour les fêtes après ça. Fait que, tu sais, j'ai fait, OK, on va donner un dernier coup cette année, puis that's it. Passer Noël en famille. Ah, exactement. Je pense que c'est vraiment le scénario idéal pour toi, comme tu l'as mentionné, passer Noël en famille. Toi qui es nouvellement Ouais. papa, félicitations Oh, encore je une savais fois. même pas. Merci. Félicitations. Ouais, félicitations Fred. Merci beaucoup. Comment tu abordes ce camp d'entraînement-là là, avec étant trois maintenant? Écoute, je suis assez chanceux, j'ai une conjointe de feu. Fait que elle m'aide énormément. Puis ça me permet vraiment d'avoir plus de temps pour moi puis me concentrer sur le combat. Mais tu sais, après ça, il va falloir que justement, faut que je redonne On redonne au après ça. suivant. C'est là, je donne un rush, puis après ça, j'ai hâte de passer du temps avec eux autres. Ah, un premier temps des fêtes avec, Ouais. avec un nouveau-né. Ça va être un C'est Noël pas mon magique. premier, c'est son deuxième, là, ça va Ah, être son deuxième. Mais tu sais, le premier, normalement, c'est genre plus, tu sais, quand il est bébé, il fait pas grand-chose, mais là, tu vois, il est presque 2 ans, puis là, tu vois, là, Noël, d'après moi, il va triper. Là. ah ouais, c'est clair, c'est clair. Hey, on parle de ce combat-là avec Fred contre Asael Adjouj. Tout ça et bien plus dans quelques instants. Restez là. Bienvenue au SOS Podcast, tout le monde. Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. On va mettre également la table pour l'UFC 323 ce samedi du côté de Las Vegas. Et en fin d'émission, on va parler des grosses annonces faites par Dana White. Les premiers combats de 2026 ont été annoncés. Ça fait pas juste des heureux, ça fait pas mal jaser. J'ai hâte d'avoir ton opinion, Johan, là-dessus. Mais tout de suite, on retrouve Fred Duprat. Troisième combat, Fred, à la PFL. Tu vas affronter Asael Adjouj le 13 décembre dans un gala présenté à Lyon. Donc, tu vas être en territoire ennemi. Adjouj, le Français, qui va se battre chez lui devant ses partisans français. Tout d'abord, parcours à la PFL. Tu vas t'achèves ta première année dans cette grande organisation. Comment ça se passe jusqu'ici dans cette organisation américaine? Écoute, à date, premier combat, c'est un peu. Tu sais, c'est dur à expliquer, mais je veux dire, oui, c'est un revers, mais je veux dire, c'est pas en même temps, là, c'est à 24 heures d'avis. Rappelle-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est ça, parce que tu devais pas être dans le tournoi, finalement, à 24 heures d'avis, tu t'affrontes un C'est gars ça, moi, qui est dans le le fond, tournoi, un j'étais gars honnête, bien mais connu, là. ouais, j'étais dans le tournoi avec j'affrontais complètement un autre adversaire. Mais quand je suis arrivé là-bas, dans le fond, tu sais, moi, je suis professionnel, fait que j'étais déjà pas, tu sais, j'étais on weight, tu sais, normalement, ils checkent tout le temps ton poids pour savoir si le monde va faire le poids ou pas. Puis justement, là, je pense que la vérité, c'est que l'autre gars que j'allais affronter, il allait pas faire le poids du tout. Fait que, Oh. fait que, dans le fond, moi, d'après moi, le gars, il allait déjà bosser le poids en partant. Fait que, mais en tout cas, un des combats principaux, il y a un des gars que son visa, jamais, il a pas son visa, mais je veux dire, moi, son visa, il a pas passé à temps. Puis, dans le fond, il pouvait pas se rendre là-bas pour le combat, de justement commencer le tournoi. Donc, je pense qu'il y avait le choix de choisir moi ou l'autre gars. Puis là, dans le fond, quand ils ont voulu pogner l'autre gars, il allait pas faire le poids. Ouais. Fait que c'est sûr et certain qu'il pouvait pas être dans le tournoi. Donc, il restait juste moi à y aller. Donc,
That's it. C'est... À 24 heures de la vie, j'ai tombé dans le tournoi. Ouais, puis ça s'est soldé par une défaite au deuxième round, mais tu as eu tes moments au premier round aussi. Donc, c'est pas, comme tu dis, pas juste du négatif. Tu es allé chercher après ça une grosse victoire à ton deuxième combat. Donc, le momentum est revenu un petit peu de ton côté aussi à l'aube de ce troisième combat-là. Hein? Mais c'est différent quand tu es préparé. Tu sais, premier combat sur les groupes, tu sais, c'est une très grosse carte. Puis, tu sais, quand j'ai perdu, ça m'a mis de la pression parce que, tu sais, vous savez, lui, c'était quasiment, il y avait plus de combats que lui à la PFL. Ouais. Oui, comme tu l'as mentionné, Fred, c'est différent. Là, on est habitué de voir des combattants d'ici se battre, surtout au niveau local, Samouraï MMA et tout. Il y a peu de combattants qui réussissent à percer mondialement. Toi, tu l'as fait avec l'organisation PFL. Est-ce que tu es prêt à dire qu'il y a quand même une différence, que ce soit au niveau de l'énergie, l'ambiance, l'organisation? Il y a une certaine pression qui vient de se battre à PFL plus que de se battre dans d'autres organisations. Est-ce que tu l'as ressenti, ça, toi? Oui, 100%. Tu veux dire que tu le veuilles ou pas, tu sais, aussi monétairement, ça fait mal aussi quand tu perds. Tu sais, quand tu vois sur, mettons, tu dis, ah, Chris, ça va faire du bien gagner un tel montant, mais après ça, tu dis, ah, si je perds, je gagne ce montant-là. Fait que, tu sais, tous tes efforts, là, tu sais, moi, avec une famille, je me mets quand même beaucoup de pression, mais je veux, un, gagner, puis deux, performer, tu sais. Ouais, parce que ça fonctionne un peu comme à l'UFC, c'est que si tu perds, tu as la moitié de ta bourse, en fait. Là, où tu as une portion, la moitié d'une bourse pour se présenter pour le combat et l'autre est un montant supplémentaire pour une victoire. Est-ce que la PFL, et pour faire un peu de millage sur ce que Johan dit, est-ce que on parle de... C'est peut-être la deuxième plus grosse organisation au monde, le PFL Bellator. Maintenant, c'est regroupé ensemble. C'est ensemble, ouais. Est-ce que tu sens l'engouement? Est-ce que tu sens que sur le terrain, c'est plus gros, puis au niveau professionnalisme, au niveau de l'entourage, au niveau des médiatiques aussi, peut-être, de ce que tu as besoin de faire? Tu sais, médiatique pour eux autres, ça dépend, je pense que si c'est un nom ou quoi que ce soit, tu sais, comme je sais que mon gars que j'affronte en ce moment, c'est un gros nom. Le dernier gars aussi que j'avais affronté, c'est un gros nom. Tous les gars que j'ai pognés, c'est des gros noms pour leur secteur. Mais tu sais, je trouve ça, tu sais, moi, je suis un gros nom ici, tu sais. Exactement. C'est la même chose, c'est juste que, tu sais, je pense qu'ici, par exemple, on n'a pas autant de reconnaissance que dans les autres pays, là, tu sais. Oui, ça revient souvent. Oui, puis tu sais, t'as pas à rougir de ta première... Vas-y, Fred. Hein? Vas-y. On a la même reconnaissance, je pense, techniquement, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, moi, je pense que tu as zéro à rougir de ta première performance à PFL parce que tu as passé proche de le finir au premier round. Le gars, clairement, comme Gabriel Braga, qui a fait les éliminatoires, qui a énormément d'expérience. Qui est un des plus grands combattants que PFL a dans cette catégorie-là. Puis toi, tu n'as pas hésité, tu es allé, tu as monté dans le ring, tu as fait un gros premier round. Ça a été plus difficile par la suite. Mais, tu sais, tu rebondis de ça, tu vas gagner ton dernier combat, tu l'as gagné. Là, tu es sur une belle lancée. Je pense que c'est une belle opportunité pour toi. Tu t'affrontes un Français de 10-1, tu t'en vas te battre chez lui. Une grosse victoire te propulse automatiquement, c'est sûr et certain. Oui, je pense que c'est ça aussi. C'est un petit peu un moment aussi d'avoir une certaine visibilité. T'sais? Mais, tu sais, c'est ça, c'est... Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comment tu vois ce combat-là, Fred? Comment tu vois ce combat-là avec l'adversaire que tu as en avant? C'est parce que là, moi, personnellement, je pense qu'il va me sous-estimer, puis c'est l'erreur qui va... Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est là que ça va faire. Ah, je sais, c'est mon feeling. OK. Mon feeling. J'aime ça, Fred. C'est parce que c'est un gars, je pense, et corrige-moi si je me trompe, mais une des explications peut-être pour ça, c'est que le gars, il a fait sa carrière. Tu l'as dit, c'est un gars, il est un peu plus jeune que toi, il a 26 ans. Il a 26 ans seulement, c'est ça. 10-1, il est sur 10 victoires consécutives. Exactement. Et lui, il s'est toujours battu dans l'organisation Bellator ou PFL. Il a commencé à Bellator, qui est une grande organisation. Depuis la fusion, il est à PFL. Donc, lui a toujours été dans ce bain-là de grandes organisations internationales. Peut-être qu'il voit un gars comme Fred Duprat arriver, champion samouraï. C'est quoi ça, samouraï, pour lui? Alors que moi, j'ai été toute ma carrière dans PFL. J'ai 10 victoires de suite dans une grande organisation. Est-ce que tu penses qu'effectivement, ça peut jouer pour lui? Puis il peut... Une des raisons pourquoi il peut te sous-estimer, tu penses? Mais je sais pas pourquoi tout le monde me sous-estime dans ces affaires-là, tu sais. Même le dernier, je pense, c'est la même chose, tu sais. Et puis là, il vient du même camp. C'est tous les training partners à McGregor. Fait que, tu sais. Ouais, SBG Ireland, c'est vrai. Il s'entraîne avec
avec John Kavanagh, qui est un bon entraîneur quand même. Puis c'est ça, c'est l'équipe de John McGregor. Kavanagh, c'est le head coach de mon dernier gars que j'ai affronté. C'est ça. Est-ce que. Puis t'es passé au travers facilement. Peut-être que lui, il se dit, regarde, on a on s'est préparé déjà pour Fred Duprat en équipe. Là. Je veux dire, est-ce que tu penses que ça peut faire aussi une différence de son côté? Ben, d'après moi, c'est sûr, c'est pas à mon avantage, à mon avis. Parce qu'il va le savoir que je sais pas, je pense encore qu'ils vont pas me prendre au sérieux, c'est con à dire. Mais je pense encore qu'ils. Tu sais, j'ai regardé 2-3 entrevues, mais tu sais, je n'ai rien contre le gars ou quoi que ce soit, mais je veux dire, comme je te dis, je le sais dans son ton de voix, juste la manière, je pense pas qu'il me prend au sérieux, mais c'est correct. Moi, j'aime mieux ça comme ça. Mais moi, je regarde sa fiche, puis aller jusqu'à. Il est 10-1. Aller jusqu'à 7-1, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des gros tests, lui non plus. Il s'est promené dans l'organisation Bellator. Il a sûrement eu beaucoup d'adversité. Mais je regarde la fiche de ses adversaires. Premier combat, il s'est battu contre un 0-1. Après un 1-1. Un 3-0, un 4-2, un 4-1. Donc, c'est pas des adversaires qui sont nécessairement redoutables. Fait que, selon moi, ça serait une grave erreur de sa part de te sous-estimer. Toi qui es quelqu'un qui termine ses combats. Parce que lui, on le sait, il y a 5 décisions en 10 victoires. Donc, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va finir ses combats. Toi, on le sait, tu es un finisher. Si tu réussis à mettre la main dessus, ça peut être une longue journée pour lui, une longue soirée pour lui. Ou une courte. Ou une courte, exact. Ouais, ou une courte soirée. Est-ce que tu t'attends à un finish, Fred? Je touche du bois, là. Mais si vous connaissez mes combos, vous savez comment ça va aller. Spécialiste de guillotine. Spécialiste de guillotine, oui, exactement. Il a failli finir Braga avec une guillotine. Il a fini Nathan Kelly, l'Irlandais, avec une guillotine. Ils sont serrés, les guillotines de nos gars du H2O. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, à l'entraînement. Mais... Pour ceux qui nous écoutent à la maison, qui sont pas trop au courant, Frédéric Dupois, c'est 9 victoires, 1 défaite, 9 victoires par guillotine. Donc, clairement, là, c'est pas 9. J'ai pas 9 wins, c'est 9 chokes. 9 chokes, ouais. Pas 9 soumissions, exactement. Mais c'est que t'es un as du jiu-jitsu brésilien. Johan, si on calculerait en plus les combats amateurs, c'est terrible. Ah ouais, hein? Rapidement, parle-nous un petit peu. Là? Rapidement, amateur, ça ressemblait à quoi? J'avais quasiment la même fiche qu'en professionnel. J'étais genre 8-1 tout au premier round dans 2 minutes. Puis on le sait qu'amateur, c'est différent parce que les gants sont plus gros. Donc la mobilité au niveau des mains, la prise est complètement différente. Fait que ça démontre à quel point tu maîtrises bien ton art. Good job, Fred. Johan, t'as-tu fighté, toi, avec les gros gants? Non, pas les plus gros. Les gros gants de boxe? Non, pas ceux-là. Toi, t'as fait un combat avec ça? J'ai fait des guillotines avec ça. J'en ai fait 2, 3. J'ai les poignets pareils. C'était malade. Incroyable. Ben, c'est ça. Puis, honnêtement, on voit des fois Fred, on voit Mick des fois arriver avec des chokes. Puis tu te dis, tu sais, les gens qui connaissent le jiu-jitsu brésilien sont comme, il sera pas capable de le finir. Ses mains sont pas fermées ou tu sais, il réussit pas à fermer totalement sa guillotine. Ben, c'est ça. Ça vient de ces années amateurs. T'es pas capable de fermer tes gants, tes mains en amateur, capable de choquer des gars avec des gros gants de boxe. Ça te prouve à quel point c'est. Ouais. Faut être fort physiquement. OK. Hey, avant de te laisser partir, c'est quoi ses forces à Judge? Là? On le connaît pas beaucoup ici. C'est un excellent striker. Très rapide, des bons kicks. Je pense que c'est vraiment la rapidité qui va être mon problème à résoudre dans ce combat-là parce qu'il va vraiment. C'est un champion, je pense, un champion national en kickboxing là-bas. Fait que ça veut dire qu'il n'a pas à prendre à la légère. Là. Je sais qu'il va venir me canarder en partant. Mais c'est comme le dernier, les gars sont arrivés de la même manière. Tu sais, même mon dernier combat, le gars il m'a canardé pendant 2 minutes au début. Là. Tu sais, veut dire, ça aurait pu être une longue soirée aussi. Là, tu sais. Ah, c'est ça. Faut laisser passer la tempête un petit peu puis trouver ses ouvertures, c'est ça? Exact. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre tempête devant lui aussi. Exactement. Parce que lui, là, il ne pourra pas se laisser aller comme il veut parce qu'il est très conscient que si toi, tu closes la distance, que tu coupes la distance, que tu peux l'amener contre la cage, ça peut être une longue soirée contre lui. Puis moi, selon moi, la force physique va aller au côté de Frédéric Duprat. Peut-être que la vitesse va être de l'autre côté, mais tu as toutes tes chances, tu as toutes tes armes pour gagner ce combat-là, je suis certain. Là.
Fred, merci énormément. On rappelle, tu affrontes Azael Adjouj à PFL Europe le 13 décembre prochain. Probablement que dans la semaine du combat, vu que c'est en France et que tu es francophone, il devrait y avoir quelques demandes pour toi aussi. Bonne fin de camp d'entraînement. C'est dans moins de quoi? C'est dans une dizaine de jours, là, même pas. Dans 9 jours. Tu quittes quand? Je quitte dans le fond lundi. Lundi, j'arrive là mardi. Fait que lundi dans la nuit. Parce que là, ça va être. Il y a 6 heures de décalage. Ouais. Donc, mais là, ça va être le fun parce que, par exemple, je vais faire ici. Ici, il va être, je pense, samedi à 11h, l'après-midi. OK. Et moi, dans le fond, là-bas, il va être 5h. Excellent. Fait que ça va être parfait. On va être capable de regarder ça en après-midi avec un petit café, là, un petit brunch. Avant de te laisser partir, Mais oui, tu Fred. manges ton lunch en même temps. Exact. Mais non, mais c'est cool, ça. Tu veux dire, après Ben ça, tu veux dire, après, c'est le fun. Des fois, tu n'attends pas toute la soirée. Tout, ça roule dans la journée, le matin. Tu veux dire, le monde s'en vient. Ouais. Avant de te laisser partir, Fred, y a-tu des gens que tu voudrais remercier, ton équipe des commanditaires? Je sais que c'est quelque chose qui est quand même important pour nous. Fait que je te laisse la place pour ça si jamais ça t'intéresse. Ben, écoute, j'aimerais juste supporter toutes mes commandites. Puis, écoutez, allez supporter ma page. Allez voir juste aller me supporter. Écouter mon combat. Frédéric Duproy. Allez me follower. Ça va. Ça marche, Fred. 13 décembre, donc, PFL Europe contre Azael Adjouj. On va être à l'écoute. Si on ne se reparle pas, joyeuse fête, mon ami. Joyeuse fête en famille. Spark, qui commandite et qui appuie énormément de combattants québécois ici au Québec. C'est honnêtement une compagnie qui supporte le MMA québécois. On les salue d'ailleurs. Fred, merci énormément d'avoir pris le temps. Bon combat dans 10 jours, le 13. Et puis on se reparle bientôt, mon ami. À bientôt. Merci. Bon succès, Fred. Merci beaucoup. Toujours très sympathique, Fred Duprat. Azael Adjouj à la PFL Europe. Il a remporté son dernier combat. S'il ferme l'année, sa première année à la PFL avec une fiche de 2-1, après avoir accepté un combat de dernière minute à son tout premier combat. Puis il n'a pas si mal paru que ça. Je pense qu'il marque des points s'il va chercher une grosse victoire en fin d'année comme ça au sein de l'organisation. Clairement, avec un adversaire comme ça qui a une très grosse crédibilité, qui est sur 10 victoires consécutives, là, Frédéric Duproy gagne ça. En territoire ennemi en plus. Ouais. Donc voilà, pour ça, UFC 323 ce samedi. Grosse carte. On va y aller rondement pour analyser tout ce qui se passe cette fin de semaine. 2 combats de championnat. Merab Dvalishvili contre Petr Yan, championnat des poids coqs. Merab, vous vous dites encore? Encore, 4e fois cette année qu'il va tenter de défendre son titre des poids coqs. C'est du jamais vu. S'il gagne, ce sera du jamais vu. 4 défenses de titre en une année. C'est tout simplement incroyable. La grosse question, premier combat contre Petr Yan, c'était pas pour la ceinture. C'est un combat de 5 rounds quand même. En 2023, il a passé au travers. Il a dominé totalement l'ancien champion russe, Yan, qui était blessé, ceci dit, qui n'était pas à 100% pour ce combat-là. Donc, Yan dit que cette fin de semaine, ça va être différent. Là, il est à 100%. Et une des grosses questions entourant ce combat-là, Johan, c'est est-ce que 4 coupes de poids, dont 3 dans les 6 derniers mois, il s'est battu en juin, il s'est battu en octobre, il revient en décembre. Donc, 3 combats en 6 mois, 3 coupes de poids collés comme ça. Est-ce que ça peut impacter la forme physique et le rendement de Merab Dvalishvili dans l'octogone en fin de semaine? C'est une très bonne question. Puis quand tu me parles de ça, la première chose à laquelle je pense, c'est Derider. Exact. Qui a exactement fait ça dans les derniers temps et qu'on a vu casser complètement à son dernier combat contre Brandon Allen par manque d'énergie. Physiquement, il n'était plus là. On sait que physiquement, si tu ne suis pas mentalement, ça va être très difficile. Donc, c'est là que j'ai hâte de voir parce qu'on sait que Merab, son outil numéro 1, c'est sa forme physique. C'est ça, c'est ce qui fait en sorte qu'il est capable de gagner ses combats et d'être dominant. C'est qu'il a toujours le pied dans le fond puis qu'il est toujours en train d'avancer. Si sa forme physique ou son cardio le lâche un petit peu, ça peut être un combat complètement différent. Fait que là, j'ai hâte de voir un Petr Yan à 100%, un Merab qui, lui, est sur une 4e coupe de poids en peu de temps. Est-ce qu'il va être aussi performant? La question peut se poser, là. Par contre, s'il fait ce qu'il fait d'habitude... Commencer tranquillement. Commencer tranquillement, mais je veux dire, être capable de s'imposer... Ouais. S'il n'y a pas d'impact là, ou peu d'impact au niveau de sa forme physique et de sa force, est-ce que
Si on a un Merab à 100%, comme on a vu dans ses 3 défenses de titre jusqu'ici cette année, est-ce que Peter Yan a des chances de gagner? Ça va être difficile pour Peter Yan, selon moi. Parce qu'on l'a vu, là, il a été très dominant à leur première rencontre. Il est sur 14 victoires consécutives. Il n'a pas perdu depuis 2018. Merab, c'est un très grand champion. On l'a vu qu'il est maintenant capable de faire... Il se bat debout aussi. Contre O'Malley, il a tellement bien fait debout. Là. Nous démontre qu'il est capable de boxer, qu'il est capable de mixer la lutte et les mains en même temps. Si on se fie à son combat contre Sean O'Malley et qu'on regarde le combat de Peter Yan et Sean O'Malley, on ne peut que se dire que Merab va gagner ça. Là, parce que O'Malley a dominé Peter Yan. C'est un combat serré, mais il y a eu vraiment des... il y a eu de très bons moments pendant ce combat-là. C'est vraiment à se poser comme question. La seule chose qui pourrait peut-être être inquiétante du côté de Merab, c'est que parfois, il commence ses combats lentement. Il commence tranquillement. Le premier round est rarement en sa faveur. Si Peter Yan, qui est tellement explosif, tellement puissant, peut placer des coups, peut-être que ça peut changer la tournure de ce combat-là. Exactement. Yan va devoir s'imposer. On sait que c'est un des meilleurs kickboxer de cette catégorie-là. Très rapide. Une très bonne boxe. S'est entraîné longtemps. Peut-être même, je suis pas sûr, peut-être qu'il s'entraîne encore en Thaïlande. A vécu en Thaïlande aussi, donc spécialiste de boxe thaïlandaise. Quand il est arrivé sur la scène, Peter Yan, il était vraiment une coche au-dessus dans son ascension là, vers le titre. On le voyait tellement impressionnant en combat debout. Et c'est tout à son honneur aussi. Il est arrivé relativement jeune, dans sa vingtaine. Je pense qu'il est devenu champion, quelque chose autour de 27-28 ans. Il en a 32 aujourd'hui, donc pas très, très vieux. Et après avoir connu vraiment un passage à vide quand il a perdu le titre, cette fameuse disqualification douteuse contre Aljamain Sterling, le rematch qu'il a perdu, mais c'était serré. Perdre ce combat-là contre O'Malley dans une guerre debout, assez serrée, mais où il s'est fait dominer dans son propre jeu. Il s'est fait dominer contre Merab par la suite. Donc, ça lui faisait quelque chose comme 4 défaites de suite ou 3 défaites en 4 combats. Et là, de revenir avec 3 défaites, ça demande beaucoup quand même de résilience et de ténacité de revenir. Perdre autant d'échelons. Tu es au sommet, tu descends autant d'échelons, puis là, tranquillement, avec 3 victoires de suite où il a été dominant, de revenir vers le sommet. Donc, il est quand même dans de bonnes sensations, le Peter Yan. Il est dans des bonnes sensations, puis je vais toujours me souvenir de... Là, il est sur 3 victoires consécutives, mais à sa 2e victoire, il avait apporté son fils dans l'octogone, hein, puis il était très ému, puis son fils avait dit que son père, c'était un gagnant, puis que oui, il avait eu une mauvaise séquence, qu'il avait perdu 4 combats, mais qu'il savait que son père allait revenir. Et là, il est sur 3 victoires consécutives, donc c'est sûr que c'est une super source de motivation pour lui de dire « Je vais pouvoir aller prendre ma revanche contre Merab », parce qu'on le sait, Peter Yan, c'est un des plus grands combattants de cette catégorie-là, clairement de loin. Il est classé 3e présentement, puis c'est ça, ancien champion, vraiment un combattant d'élite. Là. Exactement, oui. Ça va être intéressant. Et là, si Merab devait gagner, là, c'est vrai, il commence à faire le ménage. Il a battu 2 fois O'Malley, s'il devait battre une 2e fois Peter Yan. C'est un record, là. Honnêtement, à mes yeux, il est le plus grand champion. Oui. Il est déjà à ce jour le meilleur 135 livres de tous les temps. Je suis d'accord. S'il réussit à défendre ça une 4e fois en 2025, ça va être du jamais vu. Il va cimenter ça. Puis là, je regarde juste la liste. Et Eman en est conscient. Eman Zabi en est conscient. Puis même Merab en entrevue en a parlé. Il dit, tu sais, je regarde la liste des gars que j'ai pas affrontés encore. Eman, sur une séquence de 6 victoires. Eman Zabi, le Québécois. C'est pas impossible. Personnellement, j'adorerais voir Eman Zabi contre Merab Dvalishvili. Pourquoi? Parce que le style de Eman Zabi peut donner beaucoup de troubles, beaucoup de difficultés à Merab parce que Eman Zabi, c'est quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, qui bouge constamment, qui envoie plein d'informations. Et son jiu-jitsu brésilien, je pense que c'est son arme principale. Il l'utilise pas tant que ça. Personne n'est au courant que Eman Zabi a un turbo jiu-jitsu brésilien parce qu'il se bat debout. Il aime ça combattre debout, il donne un spectacle et tout. Fait que je serais vraiment enchanté de voir Merab contre Eman Zabi. Et pour juste conclure rapidement en entrevue cette semaine, donc le champion Merab avait de bons mots pour Eman. Puis il dit oui, sur la courte liste potentielle, si je passe au travers Peter Yan, je demeure champion 2026 peut-être. Et la question a été posée aussi à Sean O'Malley, qui lui avait affronté Song Yadong. On va en reparler à la fin de l'émission, mais ça a été annoncé pour l'UFC 324. Bon combat, j'adore. Puis Sean a dit, j'ai accepté Song. Je suis sur une séquence de défaites. Je ne peux pas refuser aucun adversaire. L'UFC voulait que j'affronte Yadong, le Chinois. Il dit, mais j'aurais bien aimé ça affronter Eman Zabi. Oh. On sait qu'Eman avait mis au défi Sugar Sean à sa dernière victoire. Il dit, j'aurais vraiment aimé ça affronter Eman. J'aurais préféré un petit combat facile. C'est ça qu'il a dit. Il dit,
j'aurais pris un petit combat facile contre Eman Zahabi plutôt que d'affronter à ses yeux, Song Yadong il est vraiment supérieur à Eman Zahabi. OK. Donc, intéressant quand même, comme la perception que... Il se lance des flèches un petit peu, la perception aussi que les combattants de la catégorie ont pour Eman Zahabi, qui est sur 6 victoires de suite, mais c'est pas tout le monde qui lui donne énormément de crédit. Bref. Alexandre Pantoja contre Joshua Van, championnat des poids mouches, ça c'est intéressant. Wow, ouais. 2 combattants au profil complètement différent. Le vétéran, 5e défense de titre pour le Brésilien de 35 ans, Alexandre Pantoja, qui est sur toute une séquence. 2 dernières victoires par soumission. Plus il avance dans son règne, plus il est dominant. Oui. Là, il affronte le jeune loup, 24 ans seulement, Joshua Van, qui est sur toute une séquence, qui lui aussi se bat pour la 4e fois en 2025. Il revient du combat de l'année contre Brandon Royval. Comment tu vois ce duel-là? Ah, ça va être un combat, selon moi, vraiment explosif. Van, qui vient d'arriver, qui a seulement fait ses débuts professionnels en 2020, qui est quand même récemment chez les pros, qui a jumpé à l'UFC, qui est sur une grosse lancée de victoire. On le sait, c'est un combattant qui est spectaculaire, qui a des bonnes mains. Je me souviens pas si son combat contre Royal, c'était 5 rounds ou 3 rounds. 3 rounds. Donc, peut-être que c'est là que ça va jouer, selon moi, parce que n'a jamais vu c'est quoi 5 rounds. Il n'a jamais fait 5 rounds. Exactement. Ben, peut-être, là, il faudrait que je vérifie. Là. Peut-être dans une organisation mineure, mais à l'UFC, certainement pas. C'est seulement 24 ans. Très, très jeune, pour une chance au titre comme ça. C'est vraiment un choc, comme tu l'as mentionné. On parle du vétéran, Pantoja qui a 30 victoires, 5 défaites, 8 KO, 12 soumissions. C'était un combattant qui est très complet, très durable. Comme tu l'as mentionné, c'est un combattant qu'on a l'impression que à chaque combat de championnat, il nous amène une version différente de ce qu'on avait vu un petit peu dans les combats précédents. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'un combattant qui a 35 combats professionnels est quand même en mesure de pouvoir s'améliorer et d'ajuster certains points techniques pour revenir une meilleure version de lui-même le combat d'après. Souvent, on voit ça dans les 10 premiers combats, une nette amélioration. De voir que quelqu'un peut le faire après 35 combats professionnels, c'est vraiment impressionnant. C'est tout un champion. Mais là, il va avoir tout un test devant lui qui est Joshua Van, qui est tellement explosif, qui a le vent dans les voiles, qui est un jeune loup très affamé. Là. Il a déjà fait 5 rounds, là, je viens de vérifier sa fiche. En fait, c'est pas vrai. Là. Il a déjà été dans un combat de 5 rounds en finale de Fury FC. C'était en 2022 pour une ceinture qu'il a remportée, mais il a gagné ça au 2e round. Ah bon, voilà. Donc, il n'a jamais eu à pousser la machine. Il a fait l'entraînement, mais jamais eu à pousser la machine dans un combat. 3e round. C'est ça, exact. Dans un combat. Si tu veux mon avis, ouais. Mon humble avis. Je la veux. Je pense qu'Alexandre Pantoja va passer au travers de Joshua Van. Honnêtement. Très possible. Et je pense, pour l'avoir vu live et pour avoir parlé et pour avoir regardé le règne d'Alexandre Pantoja, je pense qu'il est un des champions les plus sous-estimés présentement à l'UFC. Ah oui, hein? Il est favori à 2 contre 1 à peu près. Okay. Il est favori. Mais à mes yeux, ça devrait être beaucoup moins serré que ça. Joshua Van, on ne l'a jamais vu au sol. Oui, il est capable de faire des gardes debout. On l'a vu contre Royval, mais il s'est fait toucher contre Royval. Puis moi, honnêtement, j'avais Royval gagnant dans ce combat-là. Ouais. Et je veux dire, Alexandre Pantoja est trop intelligent. Il est dans une trop bonne équipe. C'est tellement vieux. Il ne va pas embarquer dans ça. Puis si ça va au sol, oublie ça. Là. Il va le manger tout rond. Ben, je pense que oui. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis je pense vraiment que c'est ce qui peut faire que Joshua va pas sortir comme il sort d'habitude. Parce que je pense qu'il va tellement respecter Pantoja qu'il va peut-être être un petit peu plus sur la jambe arrière, va moins laisser aller ses mains, parce qu'on le sait, c'est sa force numéro 1, c'est sa boxe, là, Joshua Van. Là. C'est ses mains, des mains puissantes, des mains rapides, travaille en combinaison, mais comme tu l'as mentionné, Pantoja, il amène ça au sol. Ça va être une longue soirée. Il me l'a dit en entrevue que l'objectif, c'est de passer le KO. Là. C'est pas mal. Il ne faut pas s'éterniser. C'est pas mal sa chance. Il faut le toucher rapidement puis il faut le mettre au tapis. On va écouter rapidement Joshua Van sur le fait d'affronter le grand champion quand même, Pantoja. Beaucoup de respect pour le Brésilien. The mindset is to win the title, right, and take that title away from him. But, he's a great champion, man. I'm just honored to be in a cage with him. You know what I mean? So I'm just very, very excited to share the octagon with him. And, I get to say I'm in a cage with one of the legend in our division, you know what I mean? So that is a blessing already, you know what I mean? So come December 6th, we just gonna find out who's the better man that night and, take the title from him. Alors voilà pour Joshua Van, 24 ans, première chance au titre.
sa carrière va être... Même s'il perd, sa carrière est loin d'être finie. Là, il y a tout à gagner dans ce combat-là, on va se le dire. Là. Il vient d'arriver à l'UFC sur une grosse lancée. En ce moment, il n'y a rien à perdre. Là. OK. Un commentaire rapide, Yohan, sur le reste de la carte, les combats principaux qui retirent notre attention parce que le temps file. Moreno contre... Hey, et puis, observation. La carte principale, c'est juste des champions. Je veux dire, tu as 2 combats de championnat, puis les 3 autres combats mettent en scène d'anciens champions. Oui. Moreno contre Tatsuro Taira chez les Mouches. Moreno, avec une victoire, pourrait se retrouver pour affronter le gagnant de Van et Pantoja. Là. On ne peut qu'aimer Brandon Moreno. Ah oui. Son personnage tellement attachant, tellement talentueux. Par exemple, Taira, 7-1, 4 bonnies de performance, c'est tout un test. Jeune de 25 ans, japonais, effectivement. Bon test pour Moreno. Henry Cejudo, combat de retraite pour Triple C. Son 5e combat de retraite. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Là, il a dit que c'était vrai, mais oui, effectivement, avec un grain de sel. Un peu un choc de style. Un lutteur contre un petit peu... Talbot, c'est un bon grappler. Il est capable de se battre debout aussi. Grosse différence de grandeur. Énorme différence au niveau de la grandeur. Ça va se jouer là-dedans, selon moi. Là aussi, Cejudo, le bon vieux vétéran, Talbot, qui est un espoir. Donc, on teste vraiment Talbot. Cejudo, oui, est sur la fin, combat de retraite, mais encore un combattant de grande qualité malgré tout. Donc, bon test pour Talbot de voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre puis il est où présentement. Puis chance en or pour lui d'entrer dans le top 10 là, ou presque. Dans les classements, c'est sûr. Cejudo est encore classé 10e. Peu importe l'âge, on veut tous être en mesure de mettre un nom comme Henry Cejudo sur notre profil de victoire. Là. Blachowicz contre Bogdan Guskov, même chose. Guskov, jeune cogneur. Gros duel de cogneur. Qui vient de l'Ouzbékistan. Lui, là, je l'ai noté, là, c'est 100%. Son ratio de victoire dans la limite, c'est 100%. 18 victoires, 3 défaites. 15 KO, 3 soumissions. S'il réussit à mettre au plancher Blachowicz, gros exploit. Puis Blachowicz, lui, à 42 ans, il faut qu'il prouve qu'il a encore... Est-ce qu'il lui en reste dans le réservoir, l'ancien champion? Là? Oui, exactement. Puis ça va être difficile parce que on sait que Guskov, très, très, très puissant. Blachowicz, peut-être sur ses derniers 1000, comme tu l'as mentionné, 42 ans. Ce combat-là ne risque pas de se rendre à 3 rounds. Là. Selon moi, ça va se terminer avant la fin. 2 gros cogneurs. Je vois Guskov là, monter dans les classements. Grant Dawson contre Manuel Torres, ça, c'est la finale des combats préliminaires. Dawson, à mes yeux, est un battant vraiment sous-estimé. Il passe vraiment sous le radar à 155 livres. Hein? Aurait jamais dû perdre son... Je dis aurait jamais dû. A perdu un combat contre Green. Il s'est fait passer le King Green, c'est vrai. Green, qui aurait jamais dû parce que... Statistiquement parlant, Dawson gagnait ce combat-là à tous les niveaux. Peut-être il sous-estime un peu Green, s'est fait passer le KO. C'est sa seule défaite à l'UFC. Exactement. 23 victoires, 2 défaites. Un record incroyable. Va vouloir mettre Manuel Torres sur sa fiche. Là. Et Torres, gros cogneur, lui, 15. Gros cogneur, gros combattant qui termine ça avant la limite. Là. 15 de ses 16 victoires avant la limite, 8 KO, 7 soumissions. Donc, assez complet pour le Mexicain Macy Barber qui affronte Karine Silva. Combat important chez les Mouches féminins. Je vous rappelle les heures. TVA Sport, 20h. Et carte principale pour l'UFC 323, 22h à la télé, à la carte. Il y a 14 combats de prévus. On va voir s'il y en a qui vont tomber à la pesée ou non, mais ça va être une grosse soirée de combat. On va être avec vous sur les ondes de TVA Sport. On prend quelques minutes quand même parce qu'il y a beaucoup d'actualités dans le monde des arts martiaux mixtes. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. On prend les dernières minutes qui nous restent pour vous parler des combats qui ont été annoncés pour 2026. Il va y avoir 6 semaines de congé quand même. Le dernier combat de l'année, 2025, c'est le 13 décembre et on ne reprend pas avant le 24 janvier pour l'UFC 324. Donc, c'est rare qu'on ait une grosse période de temps comme ça entre 2 galas UFC. Mais c'est pour donner le temps à l'UFC d'amorcer avec un coup de circuit ce terre Paramount Plus. On change de plateforme, on change de médias aux États-Unis et on veut faire les choses en grand. Et la première pub pour Paramount Plus, je ne sais pas si tu as vu ça. Je ne l'ai pas vu passer encore. C'est vraiment incroyable. On a mis vraiment, on a fait un montage entre des combats de l'UFC, des séquences de l'UFC et des films d'action qui sont disponibles sur Paramount Plus et du studio Skydance. C'est tellement bien fait. Si vous voulez aller voir une pub d'1 minute là, qui est du cinéma, là, allez regarder ça sur YouTube, tapez ça Paramount Plus UFC, vous allez tomber là-dessus. Mais honnêtement, c'est vraiment bien fait. Puis ça donne des frissons, puis ça donne le goût de... Honnêtement, ils vont faire les choses en grand. Hein? Ouais, d'embarquer, exact. UFC 324.
En raison de la décision d'Ilia Topuria de prendre quelques mois de congé, il a dit raison personnelle, on sait que ça va pas très bien avec sa famille, sa conjointe présentement, il veut pas se battre dans les premiers mois de 2026. C'est lui qu'on voulait mettre en valeur dans cette première carte de 2026. Là, on fait un championnat intérimaire à 155 livres. Plusieurs choses là-dedans. Paddy Pimblett, Justin Gaethje. Toi, t'en penses quoi? C'est sûr que c'est intéressant parce que tout le monde veut voir Paddy Pimblett, tout le monde veut voir Gaethje. Là, on les amène les deux ensemble. J'ai hâte de voir parce que Gaethje, c'est plus le Justin Gaethje qui c'était. Paddy Pimblett, écoute, après sa dernière performance contre Michael Chandler, a démontré qu'il peut être dangereux, qu'il semble vraiment être en plein contrôle de ses moyens. Ça me ferait vraiment de la peine de voir Gaethje perdre ce combat-là. Mais je pense que c'est pas donné pour lui parce que je pense que Paddy Pimblett est vraiment en plein contrôle en ce moment. Là. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on a encore snobé Arman Tsarukyan? Ben, je pense vraiment que malheureusement, peut-être que l'UFC, c'est l'UFC qui décide tout à la fin. Hein. Fait que je pense qu'il y a peut-être une certaine du favoritisme un petit peu peut-être. C'est possible, c'est normal. Regarde, j'aime bien mieux aller voir un combat de Gaethje contre Pimblett que de voir Pimblett se faire arracher la face par Arman. On le sait, ça va donner quoi comme combat. J'ai vraiment l'impression que Arman, OK, il est bon, mais il n'est pas assez spectaculaire, exactement. Il est bon, mais il n'est pas spectaculaire. Pourtant, il termine ses combats, ce qu'il a fait avec Dan Hooker. C'est pas si ça, c'est pas spectaculaire. C'est plus dans sa personnalité qu'il n'est pas spectaculaire. Exactement. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, qui s'exprime beaucoup. C'est pas quelqu'un qui va mettre du gaz sur le feu un petit peu pour animer les combats. Fait que peut-être que c'est plus ça. On sait clairement que Pimblett contre Gaethje, là, ça va vendre des billets, c'est sûr et certain. Là. Pour la promotion, c'est sûr, Paddy Pimblett, il n'y a pas grand monde qui la cote. Mais là, les gens, les critiques, lorsqu'on a annoncé ces combats-là, c'est... Les classements, ça vaut ce que ça vaut. Mais Arman Tsarukyan est classé numéro 1 depuis longtemps. Depuis à peu près 2 ans. Puis on lui a donné un combat de championnat. Il a eu la malchance de se blesser. Il s'est barré le dos. Il a eu la malchance de se barrer le dos la veille de son combat de championnat contre Makhachev l'année passée. Depuis ce temps-là, il est sur le banc. Il est sur la ligne de côté. Puis on lui a donné finalement un combat contre Hooker. Il a fait ce qu'il avait à faire. Victoire rapide au 2e round par soumission. Puis même ça, c'est pas suffisant pour le mettre en combat de championnat, même intérimaire. Honnêtement, les gens disent, est-ce que l'UFC est encore une méritocratie? Possible. Je veux dire, si on n'est plus capable... Si gagner et gagner de façon spectaculaire, c'est plus suffisant. Ça prend des followers, puis ça prend des... Il faut être actif sur les médias sociaux. Tout ça. Oui, ça fait partie de la game, mais à un moment donné aussi, je veux dire, le Canadien de Montréal... Ils gagnent s'ils gagnent des matchs, puis ils se classent dans les séries, ils vont les faire, les séries. Même s'il n'y a personne qui va y voir. Même s'il n'y a personne dans l'estrade. Le Canadien, c'est peut-être pas un bon exemple, mais tu sais... Non, on comprend, mais... À ce niveau-là, mais... Donc, les gens se demandent, est-ce que... Puis là, avec la fin des pay-per-view, vous savez qu'avec Paramount Plus, ça, c'est bon pour les amateurs là, américains. C'est pas la fin des pay-per-view au Québec et au Canada et dans d'autres pays, mais aux États-Unis, toutes les cartes, même les galas à numéro, les galas avec des combats de championnat, il n'y aura pas de frais supplémentaires à payer. Donc là, est-ce que l'incitatif de mettre les meilleurs contre les meilleurs pour vendre les combats puis dire qu'il y a un immense enjeu pour ces cartes-là, est-ce qu'il y a encore le même incitatif de dire payer 80$ de plus parce que ça vaut la peine? Là, ils sont tous le même prix, ils sont tous disponibles. Est-ce que l'UFC va avoir encore l'incitatif de dire on peut organiser les combats qu'on veut, on peut mettre le 8e contre le 6e, ça va être le même prix, puis les gens vont... Tu sais, il y a cet aspect-là qui est un petit peu particulier dans cette nouvelle ère. On va voir comment ça va se passer, mais ça part de cette façon-là et ça fait dire aux gens ouf, les classements, ça ne veut plus rien dire. Puis gagner, c'est pas suffisant. Puis on met des influenceurs contre des influenceurs. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est le message que ça envoie. Par contre, en demi-finale, et là, ça aussi, est-ce que le championnat, est-ce que Nunez contre Kayla Harrison, la GOAT, contre celle qui veut détrôner la GOAT, pour une vraie ceinture, pas une ceinture intérimaire, aurait dû être en finale plutôt que Pimblett contre Gaethje? Kayla Harrison contre Amanda Nunez, je veux dire, ça, c'est hot aussi. C'est un très gros combat, surtout que c'est le retour de Lioness de Nunez, je veux dire, qui est une des plus grandes championnes, c'est pas la plus grande championne. Puis là, on a Harrison qui arrive, qui est tellement dominante, elle aussi, qui est une grande championne aussi. C'est un très, très gros combat pour la catégorie féminine. Là. Fait que j'ai hâte de voir.
Ça, c'est bon. Il y a Yadong contre O'Malley là-dessus. Il y a Jean Silva contre Arnold Allen. Je ne sais pas si vous avez vu dans le gym de Yadong ce qui s'est passé, Non. mais tous les partenaires d'entraînement, puis je pense qu'il est à peu près 40 ou 50, se sont mis des masques de Sean O'Malley. Puis quand Yadong est arrivé dans son gym pour s'entraîner, tout le monde avait des masques avec la face de Sean O'Malley, puis il faisait un peu le style de Sean O'Malley. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça le fun de voir un gym, tu sais, qui... Clairement, là, c'est tout le monde qui s'en va ensemble à la guerre. Fait que c'est une belle fraternité. Là. Et on en pourra en reparler peut-être un peu plus longuement la semaine prochaine, mais Volkanovski contre Lopez 2, ça aussi, là, ça, c'est un peu le même principe. Ouais. Parce que Movsar Evloev, 19-0, 9-0 à l'UFC, qui est aspirant numéro 1 depuis longtemps. Lerone Murphy, invaincu à l'UFC, 17 victoires, aucune défaite, un combat nul, qui vient d'arracher la tête d'Aaron Pico à son dernier combat, ultra spectaculaire. Ces deux gars-là sont snobés pour remettre Diego Lopez, qui se sont déjà affrontés l'année passée. Il n'y a pas si longtemps, exactement. C'est difficile à comprendre. Ça va être l'UFC 325 en Australie. Bref. Un mot, Thomas Spinall qui a besoin de se faire opérer. Bon, ça, c'est une saga, je sais pas. Le Thomas Spinall, je veux dire, il a besoin de se faire opérer les deux yeux. C'est dommage. Honnêtement, la division des poids lourds, il y a un mauvais sort sur cette rempli de controverses en ce moment. Il y a un mauvais sort sur cette division-là. On pourra en reparler. Juste un mot. Ronda Rousey, Katie Taylor. C'est-tu moi ou Ronda Rousey va On se veut faire... pas voir Ronda Rousey revenir, là. Puis surtout pas en boxe contre Katie Taylor. Non. Et la boxe de Ronda Rousey n'a jamais été à point. Ça a toujours été son jiu-jitsu, son judo. Son judo, Exactement. Non, je souhaite que Ronda Rousey reste à la lutte ou reste à la retraite. Elle était une risée en combat debout. Complètement. Ronda Rousey. Et là, elle t'a beau t'entraîner. Mais Katie Taylor, c'est une des plus grandes, sinon la plus grande boxeuse de l'histoire. Une grande championne, multiple championne du monde. Je veux dire, ça va être vendeur. Netflix est intéressé par ce combat-là. Mais si on parle pas de deux athlètes du même calibre dans cette discipline-là. Pas du tout. Avec tout le respect que j'ai pour Ronda Rousey en tant qu'athlète, sport de combat, comme tu as dit, judo, pas de problème. Lutte, pas de problème. Mais tabarouette. Mais je compare ça à amener Jessie Taylor faire un combat de judo avec Ronda Rousey. Ouais, c'est ça serait Katie illogique. Taylor, c'est ça. Katie Taylor, ça serait illogique. Donc, c'est illogique d'amener Rousey, qui est à la retraite depuis si longtemps, qui n'a jamais été une boxeuse hors pair. On va l'envoyer se battre contre une championne de boxe. Selon moi, ça n'a pas de sens. Exact. Merci beaucoup, Johan. Merci à Phil en régie. Merci à Fred Duprat qui s'envole pour Lyon la semaine prochaine. Soyez à l'écoute. PFL Lyon le 13 décembre. UFC 323 ce week-end sur les ondes de TVA Sport. Merci à tous. Je m'appelle Ben Baudouin. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast. SOS Podcast.